Je suis super en retard, mais c'est l'heure du bilan culture de novembre-décembre 2021. Je sais, on est bientôt à la fin du mois de janvier 2022, oui, mais entre les vlogmas et le fait que j'ai pris des vacances et donc il n'y avait pas de contenu début janvier, les choses se sont retardées progressivement et j'arrive là, à la fin du mois de janvier, avec mon bilan culture d'il y a 2 mois. Mais j'avais vraiment envie de te partager certaines choses que j'ai vues, lues, écoutées, enfin tu vois, j'ai envie de te partager, j'adore ce format des bilans culture où je te présente les films, les séries, les livres, les podcasts, les spectacles, plein de choses que j'ai lues, vues, entendues. Et j'ai pas envie de louper un épisode, tu vois. Donc me voilà pour te présenter beaucoup de choses et on va commencer par les livres. Et en fait, il faut dire que ce bilan culture va être spécial BD. J'ai fini des bouquins dont je t'ai parlé dans d'autres bilans culture, mais j'ai commencé et fini que des BD en fait pendant ces 2 derniers mois. À commencer par évidemment qu'on va parler d'un corps pour deux qui a été coécrit par mon amie Macha du compte Instagram Macha s'explique. Il a été donc écrit par Macha et par son père Florent Sacré, ils ont coécrit le scénario et ça a été illustré par Roxane B ou Roxane B, je ne sais pas. C'est aux éditions Deluc, c'est une superbe BD sur la maternité, le postpartum, la dépression postpartum, le sentiment de solitude en tant que jeune mère. Le titre parle de lui-même, un corps pour deux. Et j'ai beaucoup aimé cette BD, je l'ai trouvée extrêmement puissante. Je l'ai trouvée tellement vraie, pure, c'était vraiment de l'excellente qualité. Mais je me suis dit que vu que c'était mon amie, j'étais pas objective. Et enfin voilà, vu que c'est quelqu'un que je veux soutenir dans son travail coûte que coûte, je me disais peut-être que je suis pas objective. Et donc mon copain Léo l'a lu et l'a trouvée excellente aussi. A vraiment trouvé cette BD trop bien. Vraiment, je pense que c'est une BD à offrir à des jeunes parents, même si c'est pas tout beau tout rose, des parents qui sont ouverts à connaître des récits d'expériences de souffrance mentale, physique, mais aussi reconnaître la beauté dans l'expérience. Cette BD est vraiment très bien. C'est en partie autobiographique. Je ne connais pas assez bien Macha pour savoir quelles sont les parties qui sont autobiographiques et quelles sont les parties qui sont fictionnelles, mais quand même il y a beaucoup de récits personnels qui infuse cette BD et voilà, je te la recommande si le sujet de la maternité t'intéresse et si le sujet des violences obstétriques, de l'invisibilisation de la dépression postpartum, enfin toutes ces choses là, si tous ces sujets là t'intéressent, cette BD est vraiment super. Et je sais que même Léo, qui est un homme cis hétéro et qui ne va jamais expérimenter ce genre de choses de lui-même personnellement, il a trouvé cette BD absolument passionnante et vraiment très émouvante et très belle et très intense. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai lu Les Grands Espaces de Catherine Meurice et j'ai aussi lu d'elle La Jeune Femme et la Mère, que je n'ai pas là mais qui s'affiche juste ici grâce à la magie du montage de mon cher petit frère. C'est une très belle découverte. Ma mère m'a offert Les Grands Espaces pour mon anniversaire et ça parle de ma région, ça parle du Futuroscope, ça parle de la Charente, de la Vienne, tout ça. Et c'est hyper intéressant parce que c'est magnifique, c'est très beau, c'est vraiment... Mais ça me gratte l'œil. Wesh! Ma mère me l'a offert parce que ça lui a fait penser à notre éco-hameau. Vraiment, il y a des planches, tu te dis c'est tellement ce que je rêve de faire. C'est semi-autobiographique, c'est l'histoire de Catherine Meurice quand elle était petite et que ses parents ont déménagé à la campagne. Et vraiment, en fait, j'espère que mes enfants auront ces souvenirs-là de notre éco-hameau. Et enfin vraiment, quand je vois ça, mais c'est tellement beau, c'est tellement drôle de le voir aussi avec des yeux d'enfant parce que du coup la perspective c'est une enfant. Enfin vraiment j'ai adoré et j'ai eu des moments mais où j'étais morte de rire. Mais vraiment c'est un humour qui marche très bien avec moi. Donc j'ai vraiment adoré Les Grands Espaces. Et La Jeune Femme et la Mère, c'était moins profond je dirais, c'était un peu plus mystique parce que c'est autour d'un conte, d'un mythe du Japon. Ouais, je dirais que j'y ai plus apprécié l'esthétique. Moi j'ai trouvé les dessins magnifiques. Je sais que c'est pas du goût de tout le monde mais moi j'ai trouvé vraiment
vraiment les dessins superbes. J'ai vraiment été transportée et je me suis laissée emporter par le récit, par les dessins, mais c'est moins, enfin, si je devais choisir, j'ai préféré les grands espaces pour toute la symbolique qui est liée à moi au niveau de l'éco-hameau et que des enfants grandissent dans la nature, tout ça, enfin voilà, ma mère a très bien choisi cette BD à m'offrir et cet humour et tout, enfin en fait tout est mieux dans celle-ci, même si dans La jeune femme et la mère c'est super beau, super bien, c'est drôle aussi, mais j'ai préféré tout dans celui-là, même si c'est le même registre, même si c'est les mêmes qualités d'illustration, tout ça, tout ça. Dernière BD que j'ai lue, j'ai eu La Bibliomule de Cordoue, qui est une BD absolument fascinante, et s'il y a des personnes qui s'y connaissent en histoire de cette époque là, je veux bien avoir des indications d'à quel point c'est vrai, mais je pense quand même que le fait historique sur lequel se base la BD m'a l'air vachement vrai. Je sais pas à quel point il l'est, mais en gros il y avait 2 califes à Cordoue quand Cordoue était ben voilà, sous un califat, qui ont vraiment créé la plus grande bibliothèque des savoirs d'Europe, et ils ont fait ça pour vénérer les savoirs de Dieu et la complexité de la création de Dieu, et en gros l'idée c'était que les hommes essayaient péniblement de comprendre et d'expliquer la création de Dieu, et donc ils ont créé apparemment la plus grande bibliothèque d'Europe à Cordoue. Et en fait, à un moment donné, le fils du grand calife, donc le 2e calife, est mort dans des circonstances douteuses. Tous ses vizirs, donc toutes ses aides autour de lui, tous ses ministres ont été assassinés, et il ne restait plus qu'un jeune, que le calife, du coup l'enfant qui avait 11 ans, et c'est un vizir qui a pris le pouvoir et qui, au nom de Dieu, a brûlé des centaines de milliers d'ouvrages, parce que les hommes ne doivent pas essayer de comprendre la création de Dieu, et le seul livre qu'il faut lire, qui n'est pas plein de choses satanistes, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment opposé à la religion, c'est le Coran, c'est le seul livre à lire, etc., etc. Et donc il y a eu, dans les années 1200, du coup au 11e siècle, il y a eu un autodafé absolument dingue qui du coup a marqué l'histoire. Et du coup, ce qui est intéressant dans le bouquin à la fin, c'est qu'il y a une liste de tous les autodafés absolument hallucinants qui ont eu lieu jusqu'à Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà, il cite aussi des autodafés faits par Daesh récemment. Enfin, en fait, toute la BD, c'est l'histoire d'un eunuque qui travaillait à la bibliothèque de Cordoue, qui fuit avec une centaine d'ouvrages sur une mule et qui essaye d'aller protéger les livres. C'est ça l'histoire. Et donc à travers cette histoire, on parle des savoirs et des connaissances, on parle de l'obscurantisme, on parle de comment le savoir est une arme en réalité, que ce soit une arme contre ou une arme pour. Vraiment une super BD dans le fond. Les illustrations étaient un peu... j'aimais pas trop le style des illustrations. Bref, je recommande très fortement cette BD et j'arrête d'en parler parce que j'en ai déjà beaucoup trop parlé. On passe au film. Je vais commencer par le dernier que j'ai vu parce que pour moi il est très important. C'est Don't Look Up, qui est sorti le 24 décembre sur Netflix avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep et plein d'autres acteurs et actrices incroyables. C'est l'histoire d'une doctorante dans un pauvre observatoire du fin fond du trou du cul des États-Unis, qui est Jennifer Lawrence donc, qui découvre qu'une météorite, qu'une comète fonce droit sur la Terre et qu'elle est plus large que celle qui a exterminé les dinosaures. Et qu'en gros, il nous reste 6 mois. Et donc c'est l'histoire d'elle et son professeur, Leonardo DiCaprio, qui essayent d'alerter les États-Unis et le monde entier sur l'existence de cette comète. C'est une comédie qui a un bon fond de tragédie, qui est en fait une satire de la gestion médiatique et politique actuelle de la crise écologique. Tout est surjoué, surfait, tout est archétypal, tout est extrême, mais j'ai adoré. Jennifer Lawrence, c'est Greta Thunberg, c'est genre évident, elle passe pas bien à la caméra, genre elle est un peu trop énervée, tu vois, des trucs comme ça, c'est plein d'allusions aux médias. Meryl Streep, c'est Trump, c'est un truc de fou. Vraiment, j'ai adoré ce film, et que ce film a été fait par un américain, d'autant plus, c'est un truc de fou. T'as un personnage, c'est un mélange d'Elon Musk et de Bill Gates, c'est hallucinant, la pertinence du truc, enfin tout est comique, tout est excessif, mais en même temps
c'est flippant au possible parce que tu vois qu'on est à ça d'être une caricature de nous-mêmes en tant que société et que vraiment on n'est pas loin du pivot qui se fait dans Don't Look Up. Don't Look Up étant le slogan de Meryl Streep où il ne faut pas regarder dans le ciel, qu'on veut nous faire regarder dans le ciel pour nous faire penser à autre chose qu'aux vrais problèmes et du coup au bout d'un moment Ensuite en termes de film, j'ai vu Mission Impossible 1 et bah c'était nul, j'en avais un bon souvenir. Oui. Vraiment une catastrophe en termes de jeu d'acteur, une catastrophe en termes de scénario bof, en termes de, mon dieu, de rôle des femmes. Oh là là, l'enfer. Ah non, alors vraiment, ce film, il était divertissant, mais il y a rien qui va quoi. Ok, il a été fait il y a longtemps. Il date des années 80 je crois, ou 90, mais ça va pas du tout quoi. Enfin, un hélicoptère dans le tunnel de la Manche les gars. Non quoi, Jean Reno, mais calmez-le quoi à un moment donné. Non, c'était pas possible. J'en avais un bon souvenir quand j'étais petite, mais là non c'est plus possible. J'ai vu le dernier Jason Bourne, donc le 5e, The Bourne Legacy, et vraiment, là pour le coup, si on veut regarder des films d'action de qualité, on regarde les 5 Jason Bourne, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Qualité de scénario, qualité de jeu d'acteur, ça transporte, il y a une logique dans les 5 films, il y a un truc tu vois qui se suit, moi j'attends, j'en veux encore tu vois. Généralement quand t'arrives au 5e film t'es en mode non mais ça suffit, on arrête à un moment donné d'exploiter la filière comme ça, la filière, enfin tu vois, d'exploiter le truc, le filon, je crois que c'est le filon ce que je voulais dire, mais je crois que c'est ça. Mais là j'en veux encore parce que c'est trop bien, il y a tellement encore de trucs à exploiter, donc vraiment j'ai adoré, c'était trop bien. Ah oui non, c'était The Bourne Legacy c'est le 4e et Jason Bourne c'est le 5e. J'ai vu les deux en novembre-décembre, j'ai adoré, c'était trop bien. Après j'ai vu dans le cadre d'un ciné-concert, j'ai vu un Charlie Chaplin, The Adventurer, et j'ai vu un Buster Keaton, The Goat. C'était trop bien, ça m'a rappelé mon enfance parce que je regardais beaucoup Charlie Chaplin et Buster Keaton quand on était petits avec mon frère. Franchement c'était un super moment à passer, j'ai adoré le voir en ciné-concert à l'Espace Mendès France, c'était trop cool. Et on va terminer avec les séries. J'ai terminé Lucifer, la saison 6 de Lucifer. Et bah c'était super bien. Vraiment j'ai rien à dire. De toute façon, les fins de série sont toujours un peu tirées par les cheveux. C'est pas grave, ça fait partie du fun. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé le jeu du voyage dans le temps bien fait. Parce que franchement, ils auraient pu se casser la figure plus d'une fois. Et ils se sont bien rattrapés à chaque fois. Donc pas mal. Très contente de cette série. Je pense que ça peut être le genre de série que je re-regarderai pour me divertir, mais oui je vois évidemment plein de choses, plein de petits couacs et tout, mais c'est pas grave, c'était trop bien. Et puis l'acteur, mamma mia quoi, non mais franchement j'ai hâte de voir dans quoi il va jouer après. Ensuite j'ai regardé la saison 2 de Never Have I Ever. En fait non, je l'ai pas vraiment regardé, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Le jeu d'acteur m'a tellement dégoûté que j'ai juste arrêté. C'est pas de la bonne qualité quoi. Je dis pas que c'est de la faute des acteurs, je dis pas que c'est de la faute du scénario, mais à un moment donné, genre mettez-vous d'accord pour que la personne qui dirige les acteurs les dirige bien à un moment donné. Enfin c'est nul quoi, le jeu d'acteur était catastrophique, donc j'ai arrêté parce que vraiment au milieu du 2e épisode je me suis dit mais je vais pas regarder cette daube où eux-mêmes ne croient pas ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas possible, genre il y a des meilleurs acteurs sur TikTok quoi. Donc à un moment donné voilà, j'ai choisi mon camp, j'ai choisi TikTok à la place de Never Have I Ever. Je suis en train de regarder la saison 4 de Atypical, il doit me rester 2 ou 3 épisodes. Là pour le coup c'est très bien malgré le jeu d'acteur bancal de certaines personnes, de certains acteurs, certaines actrices, notamment la petite sœur, je me souviens plus du nom des personnages, mais le rôle de la petite sœur, je trouve qu'elle joue pas très bien, en tout cas elle est pas très bien dirigée dans cette saison, ça c'est sûr. Le père aussi, voilà, je trouve pas qu'il soit très bon acteur. Par contre l'histoire est super. Atypical c'est l'histoire donc d'un grand frère, si on continue parce que je me souviens plus des prénoms, qui est autiste et du coup tu vois vraiment la vie depuis son point de vue à lui et c'est super bien. Moi je trouve qu'en termes de visibilité des différentes façons d'exister dans ce monde, c'est une super série et j'ai envie de la terminer avec joie, même si voilà, qualitativement la dernière saison elle est pas non plus archi dingue quoi. Et enfin dernière série, Paquita Salas. Paquita Salas c'est une série espagnole et je te reprends tout de suite parce que j'ai plus de place sur ma carte. Je disais Paquita Salas saison 1, il y a 4 saisons je crois, c'est des épisodes qui durent 20 minutes, 25 minutes et il y a genre 4 saisons, enfin c'est un truc hyper rapide. C'est l'équivalent de 10% mais espagnol, avec un humour espagnol bien intense, un peu à la Almodovar, genre ça va vite, ça fuse, c'est extrêmement caricatural. Et c'est 10% mais cheap.
En gros, c'est l'histoire d'une agente, Paquita, qui est dépassée, qui est complètement dépassée, qui est sexiste, raciste, qui maîtrise pas les mails, qui maîtrise pas internet, qui passe encore par la cassette et le DVD pour les auditions, et la grande actrice qui est représentée par son agente Paquita Salas, c'est Macarena, qui est une réelle actrice qui existe vraiment et qui est très connue, et en fait elle la lâche. Voilà, c'est le premier épisode, c'est ça, et c'est trop bien, enfin c'est extrêmement décalé, il faut aimer l'humour à l'espagnol où c'est vraiment, tu fais un sacré pas de côté quoi, et tu laisses de côté beaucoup de choses pour pouvoir profiter du moment. Mais moi j'adore, genre c'est vraiment du contenu que j'aime beaucoup, donc moi je te le recommande de tester, voir si t'aimes bien ce type d'humour, parce que c'est vraiment décalé, et waouh, moi à des moments vraiment je me cachais les yeux et les oreilles, je me disais non mais ils ont pas vraiment dit ça, ils ont pas vraiment dit ça, mon dieu c'est pas possible. Paquita Salas c'est aussi joué par un homme, même si à aucun moment c'est exprimé, c'est dit, c'est juste quand tu vois le casting, c'est un homme cisgenre qui joue le rôle de Paquita, mais c'est aussi un décalage qui est très apprécié je trouve dans la série. Je sais pas, c'est des choses, voilà, encore une fois, le fait d'être gender fluide dans le cinéma espagnol, Almodovar l'a rendu stylé et ça a été beaucoup réutilisé, et voilà, ça fait partie d'un type de cinéma espagnol de faire du drag queen en fait, et voilà, c'est un peu Paquita et du coup une drag queen, même si à aucun moment son identité de genre n'est questionnée ou n'est mise en évidence dans la série, c'est vraiment pas le sujet de la série. J'ai aussi joué un petit peu à des jeux vidéo pendant ces vacances, j'ai pas particulièrement apprécié. J'ai joué à Cerebral sur la Switch et c'était pas mal parce que du coup c'était des mini-jeux et j'aime bien ça, et on pouvait faire des mini-jeux à deux et du coup c'était rigolo. J'ai joué à Mario Party 8 sur la Wii de mon frère, on s'était acheté Mario Party 8 ensemble il y a des années, en 2008-2009. C'était tellement old school, mais pareil c'était des mini-jeux à deux, donc j'ai trouvé ça cool. Ça me fait plaisir, tu vois, de jouer de temps en temps, même si je suis vraiment pas très jeu vidéo, genre vraiment j'y ai beaucoup joué quand j'étais petite, genre enfant et ado. En gros je jouais à Nintendogs, Animal Crossing et Pokémon quoi, c'était un peu l'essentiel de mes jeux, et maintenant j'aime plus les trucs type mini-jeux où on joue à plusieurs. Et pour tester, j'ai joué à Zelda sur la 3DS de mon frère pour voir si j'appréciais encore ce truc des aventures et tout, et ça m'a juste stressée et mis de mauvaise humeur, donc je me suis dit clairement c'est pas pour moi. Voilà, c'était le petit point jeux vidéo. J'aimerais être quelqu'un qui aime jouer aux jeux vidéo, parce que j'aimais bien la version de moi qui aimait jouer aux jeux vidéo, mais je dois faire le deuil de cette personne là. Elle reste dans l'adolescence et elle ne vient pas avec moi dans l'âge adulte, et ça me fait un peu de peine, mais bon tant pis. Et cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce bilan culture t'a plu, j'espère que ça t'a plu de m'accompagner un petit peu dans toutes mes petites découvertes. Je continue cette série, j'y tiens beaucoup, je l'aime, voilà, même si elle fait moins de vues que la plupart de mes autres vidéos, j'y tiens beaucoup, et je sais que la petite partie de ma communauté qui regarde cette série y tient aussi, donc merci à toi d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, t'abonner, commenter, activer les notifications, me soutenir sur Tipeee. Tous ces actes, toutes ces actions me soutiennent vraiment sincèrement. Ce n'est pas des petits gestes, c'est des choses qui s'ajoutent et qui font que je peux exister sur ces plateformes. Je te fais un énorme bisou et je te dis à vendredi prochain. Oui c'est ça, vendredi. Oui, bon à la prochaine quoi, tu vois.